On a l'habitude de gérer plusieurs millions de références, d'annonces publicitaires pour nos annonceurs, donc se déployer en tant que CMSS, ça fait sens. Et c'est vrai qu'on vous a vu venir un peu de nulle part. Vous êtes, une société hollandaise, vous attaquez le marché français et comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous avez, 10 000 clients? Ce serait, une structure qui me permet pas d'avoir la visibilité sur, ce qui se passe et qui n'accepte pas d'être rechallengée en continu. Fondamentalement, pourquoi avoir lancé un CSS? Par les économies potentiellement qu'on peut avoir en utilisant le CSS Shanable? On est une plateforme de self-service et ça nous tient vraiment, vraiment à cœur. Ça prend combien de temps? Ou globalement, tu peux accompagner les annonceurs et c'est fait en 30 minutes? Alors, faire une promesse que c'est fait en 30 minutes, je la ferai pas à ton micro. En fait, on m'a indiqué, que la France avait souvent une petite exception, franco-française, un peu, la perception, Astérix et Obélix, On ne met pas les mains dans la solution pour nos clients. Lingo me semble dominer le marché français. Comment vous, vous attaquez le marché français aujourd'hui? Quels sont vos axes d'attaque justement pour pouvoir aider le marché français? Avec qui tu ne souhaiterais surtout pas travailler? Je tiens à remercier notre sponsor qui aujourd'hui sponsorise le podcast La quête du SEA. Donc Shanable, c'est la plateforme pour optimiser votre flux sur Google Ads, sur Pinterest, sur l'ensemble des régies publicitaires, que ce soit dans l'automobile, dans l'e-com. Moi personnellement, je l'utilise sur la partie e-com et honnêtement, ça m'a permis de gagner en performance. Il propose également un CSS qui permet d'être ultra rentable comparé au CSS classique type Google et d'autres propriétés à partir de 19 € par mois. Vous pouvez créer gratuitement un compte sur le site de Shanable. Vous retrouverez l'ensemble des informations dans la description. Et merci encore à Shanable d'avoir sponsorisé le podcast. Bonjour Arthur, Bonjour Alexandre, comment vas-tu? ça va très bien, merci. Écoute, je suis très heureux de te recevoir dans la quête du SEA, donc le podcast que j'espère de la référence sur la partie SIA. Écoute Arthur, je pense pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je te propose de te présenter et par la suite aussi également présenter Shanable pour qui tu travailles. Entendu, bah, écoute, d'abord merci pour ton invitation. Donc je m'appelle Arthur, j'ai 25 ans, je suis, ingénieur de formation et je travaille donc depuis, plus d'1 an et demi maintenant chez Chanable. J'ai une double casquette, chez Chanable, donc une partie, commerciale et une partie, on va dire, plutôt formation. Je reviendrai, dessus, après. Donc Chanable tout simplement, donc on est une plateforme e-commerce multicanal et donc ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne, tout type d'annonceur, à partir du moment, où cet annonceur a un catalogue, que ce soit produit ou offre, sur son site et qu'il souhaite le diffuser, sur un ensemble de régies, que ce soit, canaux d'acquisition, canaux social ads, canaux marketplace. On va pouvoir intervenir, côté plateforme. D'accord, alors première question, est-ce qu'on dit Shanab ou Shanable? On dit comme on veut, on entend les 2 et moi j'aime bien entendre les 2, donc ça me va. Donc OK, bon, moi je vais dire Shanable tout simplement, à l'anglaise, désolé, hein. Et petit sujet, là tu parlais de régie si je dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui, alors Shanable, fondamentalement, heu, vous aidez à l'optimisation de flux, vous êtes un gestionnaire de flux et vous opérez sur quelle, régie? Alors Google Ads, on le sait, mais peut-être d'autres régies type Pinterest et cetera? Ouais, c'est ça pour, donner peut-être un peu plus de chiffres. Donc aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 10 000 clients, à travers toute l'Europe et puis aussi sur les marchés nord-américains, depuis environ 2 ans. Et donc en général, on accompagne les clients sur, plusieurs leviers. Les principaux étant, bien souvent donc, Google, Meta, puis après ça va être, de la marketplace comme Amazon, mais on va aussi retrouver de plus en plus du Pinterest, du TikTok. Et donc en fait, les annonceurs vont venir centraliser la gestion, de leur stratégie, en dehors de leur site depuis la plateforme. D'accord, et quand tu parles de marketplace, fondamentalement, comment ça s'articule avec Shanable? Alors sur cette partie marketplace, c'est assez spécifique, puisqu'en fait on fait, 2 métiers. Le premier, ça va être de, pousser le catalogue, produit, catalogue d'offres, de nos clients sur leur compte marketplace qu'ils ont au préalable créé avec la marketplace en question.
OK. pour que leurs produits apparaissent, sur la marketplace. Et puis le deuxième métier, puisque les marketplaces, c'est un endroit où donc ils vont vendre leurs produits, ça va être le sujet de la gestion des commandes et de la mise à jour de leur stock. Et donc aujourd'hui, nous, on est en capacité, sur un ensemble de marketplaces, de venir remonter, dès qu'il y a une commande, sur la marketplace, directement sur le site de l'annonceur ou sur une plateforme, qui gère, leurs commandes type ERP et cetera. D'accord. Et si on revient un peu sur, voilà, l'histoire de Shanable, je pense que c'est assez intéressant. Moi, personnellement, je vous ai connus comme étant un peu les challengers, du marché avec des prix, extrêmement intéressants comparés à d'autres gros acteurs du marché. Je pense à Lengo qui aujourd'hui domine, alors une grosse partie du marché, du moins en Europe ou en France, pour être plus précis. Et c'est vrai qu'on vous a vu venir un peu de nulle part. Vous êtes, une société hollandaise. Vous attaquez le marché français. Bon, comment ça se passe? Quelle est sa petite histoire de Shanable, et comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous avez, tu m'as dit, 10 000 clients? C'est ça. Et on est environ 300 aujourd'hui, OK. dans les équipes. Donc on est principalement, toujours basé aux Pays-Bas, là où, l'entreprise a été fondée il y a un peu plus de 10 ans maintenant, par, 3 cofondateurs, 3 amis ingénieurs qui sont toujours, à la tête, de l'entreprise. C'est dans un coffee shop ou, Alors j'ai pas l'historique exact, mais en tout cas, c'est à Utrecht, à côté d'Amsterdam que ça s'est fait. Et donc le démarrage, c'est cette volonté de pouvoir accompagner, des annonceurs sur le déploiement de leur catalogue produits sur les plateformes, Google, Meta, à l'époque. Et puis, petit à petit, l'offre de la plateforme s'est étoffée. Elle s'est aussi adaptée finalement aux évolutions du marché, du digital. Et donc c'est comme ça qu'on s'est construit. Le marché français, ça a été, plutôt une opportunité, puisque ça a démarré avec un de nos clients, historiques que l'on accompagne aussi toujours, qui est, Pierre et Vacances Center Parcs. OK. Et donc, sur cette partie-là, en fait, on les accompagne sur la gestion de leur campagne, puisque c'est aussi un des métiers que l'on propose sur la plateforme, de leur campagne search, sur l'ensemble des marchés, qu'ils vont pouvoir couvrir sur les différentes marques du groupe. Je t'interromps 30 secondes parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me donnes un peu de force, un peu de puissance. Parce que là, actuellement, je suis en train d'inviter effectivement, comme tu peux le voir, des personnes, assez importantes, experts dans leur domaine. Et j'ai besoin que tu puisses en fait, liker, t'inscrire, mettre 5 étoiles sur, Apple Podcast par exemple, ou même sur YouTube. Liker, partager mes vidéos, ça va me permettre de chercher des invités de toujours de plus grande qualité. Donc, continuez à me donner de la force et bonne écoute. D'accord. Donc effectivement, vous accompagnez alors des grosses sociétés, on parle de Center Parcs, mais est-ce que vous accompagnez également du coup des sociétés, alors des PME, des TPE, des petites structures, j'exagère peut-être, mais des dropshippers? Finalement, vous accompagnez tout le monde ou il y a il y a un minimum, de taille, de chiffre d'affaires pour travailler avec vous? Alors c'est vrai que ça a été une des 1res images qui nous a été collée quand on a attaqué le marché français, enfin du moins ce qu'on m'en a dit. C'est cette image d'une solution, finalement bien moins chère que les autres et donc qui serait plutôt attelée à du bas de gamme ou des annonceurs qui ont des petits budgets. En fait, nous notre positionnement, notre vision, c'est de dire: «On a une transparence absolue sur la manière dont on fonctionne». Donc j'invite, tous les auditeurs de ce podcast à aller regarder aussi sur notre site. Ça fait partie aussi de nos valeurs, c'est d'être transparent sur ce que l'on fait. Et donc en fait, de cette transparence, tous les budgets peuvent en fait utiliser la plateforme. Ça dépend en fait entièrement de l'activité qui va être, faite sur l'outil. Et donc ça nous donne aujourd'hui l'opportunité, moi personnellement aussi dans mon métier, d'accompagner des e-commerce qui se lancent, qui n'ont pas une grande maturité, on va dire, digitale, pas encore une grande empreinte, pas forcément encore des gros budgets sur des régies comme, Google, Meta ou autres. Tout comme des plus grosses marques, que tout le monde connaît, pour en citer, certaines, on travaille avec, des marques dans le secteur de la fashion comme, Comptoir des Cotonniers, comme Cabaya, comme Inbag, comme Pollen, Un voilà. pollen. Donc on a pas mal de diversité d'annonceurs et de toute taille et avec tout type de budget.
puisque finalement, en fait, nous côté plateforme, on répond à un certain besoin et qu'on s'appelle, Jacquemus ou qu'on vienne de créer son e-commerce, ça a peu d'importance finalement, nous, côté plateforme et côté, budget associé à la solution. D'accord, parce que, pour rappeler un peu les prix aujourd'hui, de Shanable, ça tourne à peu près autour de combien? En fait, ça va entièrement dépendre, donc le 1er abonnement, il démarre à 39 € par mois. Il est là pour faire le 1er métier qui est notre identité aussi chez Tianable qu'on renie pas du tout, qui est cette partie de gestion de flux, donc de connexion d'un catalogue produit d'un annonceur depuis son site, vers, des canaux, type Google, Meta et cetera. Publicitaire. Voilà. Et puis après, bah, les abonnements, en fait, ils évoluent fonction de la volumétrie du catalogue, du nombre de canaux qui vont être déployés, de la mise en place qui va être fait dans l'outil. On aura peut-être l'occasion d'y revenir sur les différents métiers que l'on couvre. Je te disais tout à l'heure qu'on se positionne aujourd'hui plus comme une plateforme e-commerce multicanal parce qu'on fait plusieurs métiers, en gardant en tête qu'on part toujours de ce métier de la gestion des flux pour derrière activer d'autres leviers de performance pour les annonceurs qu'on accompagne. D'accord et du coup, effectivement, quand tu dis, une plateforme, e-commerce multicanal, opérationnellement, concrètement, ça veut dire quoi? Bah, il y a 2 sujets, le premier c'est de dire, bah, on vient centraliser finalement, le déploiement, de tout ce qui va être hors du site d'un annonceur depuis la plateforme Channable. Donc, on vient centraliser le tout sur l'outil. Et puis, bah, le 2e sujet, ça va être, on va traiter en fait différentes choses. On va traiter donc le déploiement du flux produit, mais on va aussi faire donc la partie marketplace. On va faire la gestion des campagnes, que ce soit SEA pour, Google, ou bien du retail média, comme du Amazon Ads ou Ball Ads, qui est un sujet d'actualité pour nous, au moment où on enregistre, ce podcast. Et puis on va, aussi donc, absorber les changements du marché pour pouvoir accompagner nos annonceurs là-dessus. Donc on a, aujourd'hui notre propre CSS. On est aussi en capacité de, récupérer les données de performance réelles, des différents canaux, sur lesquels, nos annonceurs, font de la publicité pour que derrière ils puissent, heu, entre guillemets «en tirer les leçons» dans la manière dont ils vont, déployer leur catalogue produit et leur campagne sur ces régies-là. Donc, voilà, la plateforme fait plusieurs choses, c'est aussi pour ça que tout à l'heure je disais que, une partie de mon métier, c'est faire de la formation parce que l'outil est dans sa globalité est aussi assez complexe. Donc c'est les accompagner, tout au long du parcours, pour aller chercher ces différents, leviers de performance qui sont rendus possibles par la plateforme. D'accord, donc on entend bien que Shanable est aujourd'hui un gestionnaire de flux, mais pas qu'un gestionnaire de flux. Tu as parlé du CSS et bah, fondamentalement, pourquoi avoir lancé un CSS? Quel est l'élément différenciant entre votre CSS et les autres CSS? Bon, alors j'imagine que tu vas me dire le prix, mais est-ce qu'il y a autre chose ou effectivement par le prix, par les économies potentiellement qu'on peut avoir en utilisant le CSS Shanable? Je te laisse répondre à cette question. Ouais, alors sur la genèse du projet, CSS Tunable, j'ai pas toutes les infos, hein, c'est au-dessus de mon rôle, mais je dirais que Google, mettait aussi un petit peu la pression à l'entreprise pour se déployer sur cette partie-là. OK. Et donc on a déployé notre propre CSS, donc en tant qu'outil, au début de cette année, 2024. Et donc, peut-être important de repréciser, que, un outil CSS, qui n'est pas, le CSS donc de Google que encore aujourd'hui la plupart des annonceurs utilisent sur les marchés européens puisque le CSS c'est sur les marchés européens, répond finalement aux mêmes besoins techniques. Et donc, à partir de là, nous on s'est positionné dans la démarche de dire, beh, c'est dans la continuité finalement de ce qu'on fait déjà, puisque, bah, on gère déjà les catalogues produits. On a l'habitude de gérer plusieurs millions, de références, d'annonces publicitaires pour nos annonceurs. Donc se déployer en tant que CMSS, ça fait sens et donc on s'est positionné de manière assez agressive sur le marché en lançant l'outil de manière gratuite, quel que soit
Donc les budgets investis, par les annonceurs, je sais que c'est un vrai sujet. Donc pour rebondir, sur cette partie-là, c'est chaque CSS finalement va choisir la manière dont il se rémunère. OK. Heu et donc nous, on s'est positionné, bon d'abord sur un outil gratuit et puis à partir de fin octobre, ça passera, à un forfait donc payant de 19 € par mois. Mais c'est de dire, bah, c'est un forfait fixe, ça peut être, budgétisé et ça n'évoluera pas quel que soit, ce qui va être investi via le CSS, quelles que soient les recettes, qui sont faites. Donc, pour en comparaison, bah, avec le CSS de Google qui prend des marges sur les enchères, bah, nous on fait pas ça du coup. Et donc ça donne aussi plus de visibilité, à nos annonceurs sur cette partie-là, puisqu'ils savent exactement ce à quoi s'attendre, sur ce que débourser sur cette partie, CSS. D'accord. Bah, moi, ce que je peux dire par rapport au CSS, l'ayant utilisé effectivement sur, bah, certains clients, je pense à La Lumière. Donc Mathieu, si tu nous écoutes, coucou. Mais, c'est vrai qu'on a observé une réduction sur le CPC, de manière quand même assez importante. De mémoire, c'est autour de 11. Donc on peut se dire effectivement que, toutes choses étant égales par ailleurs, si on a un CPC qui diminue de 11, l'ensemble des conversions se maintiennent, les taux de conversion, donc on peut avoir une amélioration du CAC, enfin du coût par acquisition de 11. C'est bien ça? Ouais, sur le cas, que tu as mentionné, c'est vrai qu'on a partagé un article ensemble donc qui est disponible sur notre site, là-dessus et donc qui comparait en fait avant la bascule sur le CSS Channable et puis après la bascule sur une période de quelques jours et donc il y avait cette observation de quelques pourcents donc sur le CPC qui était observable. Bah, en fait, j'invite, finalement, chaque annonceur à tester, sur cette partie-là puisque, bah, encore une fois, on manque aussi de visibilité sur ce que va décider Google sur la manière d'impacter, les CPC de chaque annonceur suivant, les industries, suivant les marchés et cetera. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, nous, pour être passé d'un statut de partenaire CSS, sans aucun marchand à un statut premium en quelques mois, on a observé des améliorations assez notables, sur l'ensemble des annonceurs accompagnés. D'accord, et est-ce que c'est compliqué? Alors je pose la question pour, nos auditeurs, mais est-ce que c'est compliqué de faire ce changement? Ça prend combien de temps? Est-ce qu'il y a un setup particulier à faire? Ou globalement, tu peux accompagner les annonceurs et c'est fait en 30 minutes? Alors, faire une promesse que c'est fait en 30 minutes, je la ferai pas à ton micro. Par contre, sur le fait que c'est, assez bien cadré chez nous, ça en effet, je peux te la faire. On a mis en place un processus assez structuré pardon pour, bah, en fait, il y a 2 cas de figure, soit, un annonceur utilisait le CSS de Google et passe sur un CSS tiers, donc en l'occurrence, on va parler d'une autre. Bah, là, la demande de bascule s'effectue, sur le Merchant Center et puis, bah, ça peut être fait, en fait, dans la journée. C'est du quasi immédiat puisque c'est Google derrière. Mais ensuite, fonction de si on est sur une migration d'un CSS tiers vers le nôtre, ce délai-là, il peut évoluer, je crois, jusqu'à 14 jours. Donc voilà, tout dépend des cas. OK, Mais c'est quelque chose qu'on arrive assez bien à anticiper, à prévoir quand on structure une migration de CSS. d'accord. Si je te parle de segmentation, de flux auto, qu'est-ce que tu me réponds? Bah, déjà, on va parler du sujet peut-être flux auto. Donc dans l'automobile, il y a, ce sujet des campagnes, notamment pour Google. Les autres régies suivront sûrement, des PMax, pour véhicules qui est donc arrivé sur les marchés européens. Et donc, un des prérequis, qui va être demandé aux annonceurs, c'est de générer, ce que Google appelle un flux primaire, qui vienne répondre en fait aux attentes, de ce que peut derrière gérer la plateforme pour créer les annonces, qui seront derrière déployées dans les PMax véhicules. Et donc nous aujourd'hui, on a l'opportunité d'accompagner, certains de nos annonceurs sur ce sujet-là. Donc de venir en fait récupérer leur catalogue d'offres directement depuis leur site
et venir, optimiser finalement leurs annonces pour qu'elles répondent exactement aux critères, en termes d'attributs de ce qu'attend Google. Ça me permet de rebondir sur un autre sujet, donc là, on aborde le sujet de la PMax et tu me posais la question de la segmentation. En fait, sur ces nouveaux formats de campagne, ce que nous on observe côté plateforme, c'est que, bah, les leviers de contrôle, côté annonceur ou même côté agence, puisqu'on a l'opportunité de travailler avec beaucoup d'agences, bah, ils évoluent. Et que, bah, pour, éduquer derrière ces campagnes algorithmiques, il va parfois, être nécessaire de venir, bah, segmenter le catalogue pour, mieux cibler et mieux ajuster là où sont envoyés les différents budgets. Hem, donc ça, très concrètement, c'est faisable de plusieurs manières dans l'outil, mais une manière qui parlera à tout, expert de SEA qui écoute ce podcast, c'est en utilisant, bah, les custom labels que Google met à disposition dans le flux auto comme dans le flux, shopping, d'ailleurs. Et donc sur cette partie-là, en fait, bah, nous, on accompagne aussi les annonceurs à les déployer, les mettre en place pour que derrière, ils aient plus de leviers de contrôle sur la manière dont ils vont déployer leur campagne PMax, derrière. Alors effectivement, la partie flux PMax, on va dire auto, c'est relativement récent. Toi, de ce que tu as pu constater, comment aujourd'hui est segmenté, par exemple, dans l'automobile, bah, justement, c'est PMax. On parle souvent de segmentation en e-com en fonction, bah, du stock, de la rentabilité, ce genre de choses. Et comment tu l'adaptes fondamentalement à l'automobile? Alors pour être, très, très, transparent et honnête, on n'a, pas forcément assez de recul encore, même nous côté outils pour, avoir des stratégies assez matures de segmentation sur cette partie flux auto parce que c'est relativement récent et donc là, on est plus face à des annonceurs qui cherchent à d'abord connecter les tuyaux pour que ça marche. Mmh, C'est aussi, cette casquette de plombier qu'on a, d'accord. de temps en temps. Et donc c'est tout simplement réussir à faire fonctionner les flux pour que l'ensemble des offres qui sont disponibles sur le site, bah, derrière, elles apparaissent aussi dans les campagnes. Et puis, bah, les 1 segmentations qu'on va observer, ça va être, bah, de filtrer une partie des annonces qui n'ont pas lieu d'être sur les PMax déployés ou fonction de la typologie de véhicule, si c'est de l'électrique, de l'hybride, et cetera. Voilà, mais on reste sur des choses, relativement basiques pour l'instant, en tout cas des cas que moi j'ai pu observer dans l'outil puisque ça démarre aussi. Et donc pour finir sur ce point de la partie auto, donc dans l'outil, aujourd'hui on fait la partie flux automobile, et bah, dès demain en fait, on sera en capacité aussi de venir générer les campagnes PMax pour véhicules, OK. dans la plateforme. C'est une des volontés aussi que l'on a, dans l'outil. Alors, Arthur, j'ai une question pour toi. Alors, je pense que c'est le vrai sujet pour les e-commerçants par rapport au flux, c'est, effectivement, comment on pilote, comment on segmente, comment on optimise un flux aujourd'hui en 2024? Quels sont les éléments à prendre en compte et comment, bah, Shanable répond à ces questions et à ces besoins? Ouais, ah bah, alors le 1er sujet pour nous, ça va être, de récupérer en fait l'ensemble des offres, et des produits qu'un annonceur a sur son site. On récupère ça dans la plateforme et le 1er travail qu'on va essayer de faire, c'est d'auditer, la qualité des données qu'on récupère et est-ce qu'on récupère finalement suffisamment de données, sur les produits? Je m'explique, donc parfois on récupère trop peu d'informations sur les produits et ça Mmh. nous permet pas derrière de faire des miracles dans la génération du flux pour Google, parce qu'il nous manque des infos. Donc on invite, c'est la première règle qu'on met en avant, c'est de dire, importer dans la plateforme un maximum d'informations sur vos produits. Donc les fiches produits qu'il y a sur votre site, si vous avez des données, de marge, des données de niveau de stock, hem, des données complémentaires qui puissent être intégrées à la plateforme. Donc tu parlais de segmentation, donc c'est un sujet qui est complètement d'actualité. C'est aujourd'hui aussi permettre de faire remonter au niveau produit les données de performance, de chacun des produits sur un certain nombre de leviers. Donc ce qu'on déploie
pas mal aussi récemment et notamment ensemble, c'est sur cette partie sur Google Ads, donc récupérer en fait les performances de chaque produit sur une période donnée, toutes campagnes confondues finalement, de ces produits-là et derrière pouvoir s'en servir dans la manière dont on va générer, le flux. Donc il y a cette première partie, d'audit pour savoir si on a suffisamment d'infos. Donc ça, Mmh. l'outil le fait. Il établit un score entre, 0 et 100, pour tout annonceur qui crée un compte gratuit en fait sur la plateforme, et qui teste un premier flux. On Donc lui un donne excuse-moi, donc c'est le scoring de flux, c'est bien ça? c'est ça. L'outil va lui donner un scoring entre 0 et 100 et puis derrière, il va lui expliquer, bah, écoute, tu as beau envoyer le champ, description, à Google, pour 80 de ton catalogue, ce champ description est sous-exploité parce que, bah, ta description, elle fait moins de 250 caractères, là où Google t'en autorise, beaucoup plus. Même chose pour le titre. Et donc c'est ce travail aussi que moi je vais pouvoir faire au quotidien, que ce soit, beh, avec des consultants en agence ou avec des annonceurs en direct. C'est d'aller regarder en fait, si, bah, ces données-là, elles sont suffisantes et elles peuvent être exploitées de manière intéressante pour générer un flux de qualité. Donc il y a les best practices, sur Google, c'est assez transparent. Ils ont publié pas mal de contenu là-dessus sur la manière, par exemple, de structurer un titre pour, suivant les secteurs d'activité. Donc des fois, ça implique de venir, récupérer plusieurs attributs produits de taille, de couleur, de matériaux, et venir recréer de cette manière-là un titre qui contient plus de termes de recherche potentiels. Bah, nous, ce travail-là, on va le faire dynamiquement dans la plateforme, D'accord. en masse pour faire augmenter finalement ce scoring, dont on parlait. Et puis, beh, derrière, il y a ce sujet aussi de la segmentation, que tu évoquais. Donc pour, ces campagnes, PMax pour Google, mais aussi donc, maintenant on a Performance Plus pour Pinterest, on a, ASC+ pour Meta, donc ces sujets de campagne algorithmique. Des copieurs. Sur lesquels en fait, on se rend compte, en tout cas les annonceurs et les agences avec lesquels, on travaille depuis aussi un petit moment, il faut de plus en plus segmenter le catalogue produit pour pouvoir mieux cibler, les budgets, et mieux les répartir. Et donc c'est ce travail qu'on va aussi faire via, des champs auxquels, Google donne accès à n'importe quel annonceur finalement, que sont les custom labels. Et donc, nous, on va faire cette segmentation-là de manière dynamique dans l'outil, en récupérant les perfs réels et en venant, beh, segmenter pour tout annonceur. Qu'est-ce qui qualifie pour toi un produit qui est performant? Est-ce qu'il y a, un critère de performance réelle, donc Rentabilité. de rentabilité, ROAS, marge, niveau de stock, saisonnalité? On va pouvoir construire un système de scoring, dans la plateforme pour pouvoir définir, si tel ou tel produit doit avoir un focus plus ou moins important dans la manière dont il va être géré derrière dans les campagnes qui vont être déployées. Et ça permet aussi de ne pas dépenser du budget sur des produits qui, potentiellement se vendent pas sur une certaine saison parce qu'ils répondent pas à tel ou tel critère. Voilà. Bah, pour ceux qui nous écoutent, Google, prédit qu'à peu près, hein, 70 à 4 enfin 60-70 du budget devrait, en fait, pour un e-com, être investi sur la partie shopping. Or shopping, on le sait, c'est de plus en plus, des PMax. Donc il y a un vrai enjeu autour du flux, de la PMax, de la segmentation, comme Arthur l'a dit, hein. Il y a des enjeux, de rentabilité, de stock, s'il est suffisamment élevé, pas assez. On peut rentrer aussi sur, du micro détail. Je prends l'exemple, Arthur, je pense que tu l'as déjà dû le vivre. Imaginons un e-commerçant qui vend des t-shirts, il a uniquement, des t-shirts bleus en XXL. Fondamentalement, il a plus besoin de faire la publicité dessus parce que bon, pour trouver quelqu'un qui veut un t-shirt bleu XXL, il y en a pas tellement. Alors que si c'était du large ou du XL pour les hommes, ce serait évidemment beaucoup plus simple. Donc il y a aussi de la micro-optimisation par rapport à des éléments, de produits qui doivent être faits. Donc aujourd'hui, par rapport à la segmentation, je pense qu'effectivement, on peut séparer en 3 grandes familles, justement cette volonté de pouvoir segmenter, différencier les produits
il y a les produits, voilà, rentables, costly et zombies. Comment aujourd'hui, Shanable répond à cette segmentation et à cette question? Bah, concrètement et simplement, déjà on connecte, compte Google Ads de nos annonceurs à la plateforme pour nous permettre de récupérer les performances réelles et derrière, bah, la première phase, c'est l'identification. Comment on identifie en fait ces sous-groupes de produits au sein d'un catalogue. Donc on met en fait, en place, une règle qui, permet de définir, bah, en dessous d'un certain nombre de clics, un certain nombre d'impressions sur une période donnée, ça va permettre d'identifier un produit comme étant un zombie, OK, et derrière, bah, de lui associer un label pour que derrière vous, en tant qu'agence, ou l'annonceur en direct puisse récupérer ça dans son flux, et puisse, bah, créer une campagne dédiée à ces sous-ensembles-là directement. d'accord, donc globalement, on crée, cette règle. Une fois que ces produits sont identifiés, par exemple, comme étant zombies, partant du principe qu'un produit qui a eu zéro impression, par exemple, est un produit zombie, donc automatiquement, ces produits vont remonter à travers un label comme étant, voilà, zombie et avec des custom labels, on va pouvoir remonter dans le custom label zombie et avoir les Pmax qui vont pouvoir s'auto-générer, ou du moins être updatés de cette manière. C'est ça, c'est ça. Tout se fait, dynamiquement en fonction de ce qui a été, paramétré dans la plateforme, en fonction des critères que derrière, chacun mettra en place, dans l'outil. Voilà, donc c'est quand tu disais de manière dynamique, ça répond justement à cet enjeu de pouvoir se dire: «Bah, une fois que je fais le travail une seule fois, j'ai pas besoin de revenir 10 fois, 15 fois, 20 fois». C'est, voilà, c'est dynamique. C'est ça. Du coup, Arthur, si on fait un petit focus sur cette partie édition d'images, donc effectivement, je pense que c'est un vrai enjeu. On est vraiment dans un monde de plus en plus visuel. La créa, c'est effectivement stratégique et ultra opérationnel. Ça peut être costly effectivement pour les annonceurs, pour pouvoir produire, potentiellement produire en masse, pour pouvoir AB tester. Et il y a une option, fondamentale chez Shanable qui permet d'y répondre. Comment ça fonctionne? Quelles sont les options? Et qu'est-ce qu'on ne peut potentiellement pas faire? Et effectivement, ce qu'on peut faire. En fait, donc nous sur cette partie-là, on voulait d'abord répondre aux besoins de génération d'images, de modification d'images à grande échelle, qui s'imposent de plus en plus avec les campagnes catalogues, sur un certain nombre de leviers. Donc, les 1ers, les plus évidents parce qu'ils sont, c'est autorisé, donc ça va être le DPA, donc que ce soit, Facebook, TikTok, Pinterest ou autre. Et donc permettre en fait à nos annonceurs on récupère leurs images depuis leur site et très concrètement en fait, on est en mesure de retravailler des templates, d'images avec, plusieurs choses. Donc on peut, mettre en place des overlays, donc on peut définir un certain cadre autour de l'image. On peut, resizer l'image, on peut mettre en place un sticker, un label faisant apparaître le prix de manière dynamique puisqu'on récupère ça, dans le reste de la fiche produit finalement, pour que derrière ils puissent déployer, bah, des visuels, Avec des prix sur barrés également, non? c'est ça, sur, une campagne entière avec l'ensemble du catalogue ou un sous-ensemble du catalogue, et ça en quelques clics. Voilà, on se positionne pas forcément comme un outil, permettant de faire des créas très avancées, on va dire sur des produits, on va dire identifiés, mais plus pour générer des images modifiées à grande échelle qui permettent de, bah, nourrir ces campagnes catalogues qui sont de plus en plus poussées par les différentes régies. Et donc pour faire peut-être une passerelle, parce qu'on n'a pas parlé on a réussi à l'éviter jusque-là, mais ce sujet de l'IA, bah, toujours dans cette logique d'adopter, les tendances du marché, on cherche aussi à mettre en place, beh, sur ce sujet d'édition d'images, pouvoir, tu vois, détourer une image à partir de l'IA. C'est de Hem l'IA embarqué. C'est ça et donc à grande échelle pouvoir, bah, notamment pour Google, s'affranchir de certaines problématiques que certains annonceurs vont rencontrer, comme un logo d'une marque qui apparaît ou, des filigranes par exemple, ce genre de choses. Donc on essaye d'anticiper, aussi ces problématiques-là en intégrant, l'IA, à l'outil. Donc à travers les différents invités que j'ai pu avoir sur le podcast, en fait, on m'a indiqué, que la France avait souvent une petite exception, franco-française, un peu, je dirais, la perception, Astérix et Obélix, et ce qui est vrai en Allemagne ou dans d'autres pays ne l'est pas nécessairement en France. Ce que voilà, de mon côté, ce que je constate, c'est qu'effectivement aujourd'hui,
Lingo me semble dominer le marché français. Comment vous, vous attaquez le marché français? Est-ce que c'est de la même manière que sur les autres marchés? Et aujourd'hui, quels sont vos axes d'attaque justement pour pouvoir, aider le marché français? Ouais, alors, ben, nous, on a la chance, enfin, en tout cas, moi, j'ai la chance sur mon marché, mais c'est le cas aussi d'autres marchés chez Chanable, de pouvoir se servir de tout ce qui a marché, sur, des marchés plus matures que le nôtre, côté Chanable, comme le Benelux, par exemple, ou l'Allemagne. Le Benelux sur lequel, la plateforme est relativement, en fait, dominante et donc on se sert de ça pour aussi, approcher la manière dont on va faire grandir nos propres marchés. On a la chance d'avoir une certaine indépendance chez Chanable sur la manière dont on aborde le sujet. Et donc en fait, nous on a compris, je dirais, que notre salut, il passe, par à la fois, l'aspect, vente commerciale malgré Ouais, tout et puis l'aspect éducation parce que, j'ai pas forcément insisté là-dessus au début, mais on est une plateforme de self-service et ça nous tient vraiment, vraiment à cœur. C'est-à-dire que ça fait partie de notre vision et de nos valeurs, c'est-à-dire qu'on ne met pas les mains dans la solution pour nos clients. On est capable de passer du temps avec eux, ou avec tout expert en fait qui sera en contrôle de la plateforme pour, leur montrer comment ça fonctionne et pour, on va dire leur mettre le pied à l'étrier. OK. Mais derrière, on veut en fait former des experts pour qu'ils soient indépendants et qui, d'eux-mêmes, ils puissent prendre des décisions sur la manière dont ils vont utiliser l'outil, la manière dont ils vont faire grandir la plateforme. Donc voilà et donc à ce titre, ça nous permet aussi de collaborer, avec, pas mal d'agences, digitales en France. On a un certain nombre de partenaires dans un réseau, assez étoffé maintenant et donc qui utilisent l'outil, pour leurs clients. OK. Et donc là, nous, on se positionne complètement en tant que formateur, pour les consultants, pour les aider à prendre pleinement partie de l'outil, tirer profit de ce que peut faire la plateforme pour leurs clients et qu'ils puissent en fait déployer les stratégies qu'ils ont en tête, sur la plateforme. D'accord et fondamentalement, quelle est la différence du coup, alors je l'entends, hein, cette partie self-service, mais avec Lingo? Hem, alors, bah, pour te répondre sur cette comparaison avec les autres acteurs du marché sur lesquels on est en concurrence, je vais d'abord te parler de la capacité technique, et de ce en quoi on se rapproche avant d'être, différenciant. On va faire en fait le même métier finalement sur la partie, bah, gestion de flux et intégration marketplace, que des acteurs, bah, comme tu as cité donc, Lengo ou encore, Shoppingfeed, qui sont, des très bonnes solutions sur cette partie-là aussi. Nous, là où on va, se différencier aussi sur cette capacité technique et besoin technique, c'est qu'on va faire aussi plus de choses autour. Donc, bah, on va être en capacité de venir récupérer, des données de performance, réelles, des différents leviers, sur lesquels, nos annonceurs vont diffuser. On va être en capacité de déployer, des campagnes, d'automatiser la génération et la gestion des campagnes dans l'outil, que ce soit pour Google, mais aussi pour du retail média, donc Amazon et Ball. On va être aussi en capacité donc de faire cette partie édition d'images, donc de récupérer les images, des annonceurs que l'on accompagne depuis leur site, sur l'ensemble de leurs, produits, de leurs offres et de venir les éditer, de manière dynamique et à grande échelle, pour, faciliter en fait le déploiement des campagnes comme, les campagnes DPA par exemple. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, par la suite. Donc il y a ce sujet de la capacité technique où, bah, je te dirais d'abord qu'on fait d'autres choses que ces outils-là. Deuxièmement, il y a le côté positionnement. Nous, en fait, on prône une transparence totale sur la manière dont on fonctionne. Donc on est un outil, de self-service, on s'en cache pas. Notre pricing, il est absolument transparent sur notre site. Tous les annonceurs peuvent aller voir. Ce sera le même prix pour tous les annonceurs, fonction évidemment du besoin qu'ils auront.
Et donc là-dessus, en fait, il y a rien de supplémentaire, de caché et on OK. est assez direct et transparent avec les annonceurs qu'on accompagne et on sait aussi dire quand, on n'est pas la bonne solution pour, ce qu'ils recherchent. Quand on a en face de nous, quelqu'un qui souhaite, que tout soit mis en place directement, donc ce qu'on appelle les managed services, hein, finalement, en général, on ne sera pas forcément la bonne solution. Nous, on préfère accompagner sur, la phase d'onboarding qui est une phase assez critique dans notre secteur, c'est-à-dire la mise en place d'un premier flux de A à Z, d'une première marketplace de A à Z pour pouvoir, donner les clés, de la plateforme à l'annonceur, lui faire une démo complète, sur ces sujets-là et que derrière on puisse aussi l'accompagner tout au long de la vie de l'outil. J'aime bien le slogan, de Leroy Merlin sur cette partie-là. Je trouve qu'il nous va très bien, on est arrivé un peu trop tard. C'est «Faites-le vous-même mais pas tout seul». Ça définit vraiment bien ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on souhaite, que ce soit les clients qui soient maîtres de leur outil, mais malgré tout, on reste à leur écoute et à leur support. On propose, un support, par téléphone et par mail, à n'importe quel moment de la semaine, quel que soit l'abonnement qui est pris. Donc voilà, il y a cette transparence totale sur la manière dont on fonctionne, qui est pas forcément, à date encore une fois, le cas de nos annonceurs, en tout cas sur, quand c'est évoqué sur des benchmarks que je vais pouvoir faire, avec certains annonceurs. OK. Et puis, 3e point, je dirais la confiance en soi. Là, je parlerai que de notre cas à nous, mais en fait, j'invite, tous nos auditeurs, qu'ils soient équipés d'un intégrateur ou pas, à venir benchmarker, à venir challenger. Ne pas hésiter à comparer en fait. Nous, on est assez sûrs de nos forces, sur cette partie-là, et on n'a, aucun problème à répondre aux questions de chacun sur, en quoi ça pourrait être plus intéressant pour moi de passer sur un outil comme Chanable en étant déjà sur un Lingo, un Shopping Feed et cetera. Voilà, qu'ils hésitent pas à venir comparer et dans le sens inverse, ça marche aussi. D'accord. Écoute, c'était super intéressant. Si je reviens un peu plus à Arthur, donc toi, quel a été le moment le plus compliqué, dans ta vie de sales? Alors chez Chanable ou pas, mais, quel a été ce moment qui t'a marqué et que tu n'es pas prêt d'oublier? En fait, je te dirais le démarrage aussi. Pour moi, c'était ma première expérience dans une entreprise qui développe une solution technique. Parce que avant, comme tu l'avais indiqué, tu étais ingénieur? Ouais, je suis ingénieur de formation, mais j'ai jamais travaillé, en tant qu'ingénieur. Je me suis rapidement, heu, orienté vers des métiers plutôt orientés sur le commerce, parce que ça m'intéressait, un peu plus d'être, en interaction permanente avec des clients. OK. Et chez Tianable, j'ai trouvé le bon mix, parce que, il y a cette partie, évidemment commerciale. On va pas s'engager aussi à faire de la croissance sur les marchés que l'on couvre, dans mon cas sur les marchés francophones. Mais il y a cette partie aussi où on déploie malgré tout une solution technique et donc tu parlais de la phase peut-être la plus compliquée. Moi les métiers autour du marketing digital, enfin le secteur en tant que tel, j'étais pas du tout un expert avant d'arriver chez Chernobyl. Je pense toujours ne pas l'être, mais je me suis dit que, pour pouvoir correctement accompagner, nos clients et pour pouvoir être force de proposition, il fallait que rapidement, je devienne assez expert sur l'outil, pour pouvoir, bien l'implémenter chez nos clients et bien le vendre et je pense que c'est aussi le modèle, que l'on a chez Chernobyl. C'est de prendre le pari de dire, des solutions SaaS, aujourd'hui sur le marché, il y en a beaucoup qui couvrent des besoins assez différents. Donc, là où on peut vraiment faire la différence, c'est aussi sur notre capacité à accompagner, nos clients potentiels, sur l'outil. Donc voilà. Donc ça a été cette phase d'onboarding sur apprendre, un peu tout sur, Google, Meta et cetera et pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne dans la plateforme pour pouvoir derrière bien en parler avec nos clients. Je comprends. En plus, la partie flux, c'est fondamentalement une partie, essentielle, mais c'est pas la plus simple non plus. Donc c'est vrai que tu as commencé par le morceau, on va dire,
Voilà, pas le plus délicieux, mais le plus compliqué à digérer. Et j'ai une question que je pose à tout le monde. Je terminerai par cette question-là. Alors avec, ton expérience, effectivement, tu as travaillé avec des agences, hein, pour Shanable, avec des freelances, potentiellement des collectifs. Donc, aujourd'hui, tu as énormément de partenaires. Donc ma question est la suivante: demain, tu souhaites lancer un SaaS B2B ou un e-com. Bah, tu sais quoi? Pour la peine, ce sera un e-com. Est-ce que tu préfères, imaginons, tu as levé 1 million d'euros, voilà, tu as un peu de cash. Est-ce que tu préfères travailler avec une agence, avec un freelance ou avec un collectif de freelance? C'est une question, qui est assez, difficile pour moi de répondre parce que j'ai jamais été de ce côté-là de la table. Hem, Bah, je te dirais que, suivant le sujet, bah, déjà des personnes, avec lesquelles j'ai confiance, OK, ou en tout cas qui me donnent confiance sur une 1re phase d'approche. Et puis après, suivant les spécialités qui vont être aussi nécessaires derrière, de sentir malgré tout qu'il y a une expertise sur un sujet ou plutôt un autre, pour pouvoir, définir, assez rapidement aussi le périmètre de, cet interlocuteur-là va me permettre, de grandir sur ce sujet-là, mais pas sur le reste. Donc le collectif de freelance, ça peut être une bonne alternative, c'est-à-dire piocher des experts à droite à gauche. Mais bon, ça se rapproche aussi, du modèle agence donc voilà, je t'ai fait une réponse qui t'arrange pas du tout, mais c'est ce que je te dirais comme ça en 1re intention. OK alors je vais essayer de poser peut-être la question différemment. Avec qui tu ne souhaiterais surtout pas travailler? Hem, je pense que ce serait, une structure qui, me permet pas d'avoir la visibilité sur, ce qui se passe et qui n'accepte pas d'être rechallengé en continu, sur la manière dont moi j'aime bien comprendre en fait ce qui se passe, sur les sujets, que je touche de manière générale et donc j'aimerais être accompagné par des personnes qui me permettent de rechallenger aussi ce qu'ils font, même si c'est eux les experts, pour que moi aussi je comprenne en fait ce qui est en train de se jouer puisque, in fine ça serait aussi, les budgets que je déploierais. Donc, je pense que ça serait, aussi un point important. D'accord, donc pour toi, il y a un sujet de pédagogie, de visibilité, Ouais, pas tellement de challenger finalement, c'est plutôt de comprendre, pas challenger pour challenger, mais comprendre ce qui a été fait pour l'accepter ou pas d'ailleurs. ouais. OK, je comprends. Bah, écoute, c'est pas une réponse à la normande, donc j'accepte. OK. Bah, écoute, merci beaucoup Arthur. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. On a échangé sur énormément de sujets. Je pense que c'était assez essentiel, que ce soit la partie CSS, flux, gestion d'automatisation des campagnes, création, et editing d'images. Bah, fondamentalement, c'est vrai, je crois que Shanable est un produit qui s'adapte à énormément d'annonceurs, comme tu l'as dit, pas uniquement aux très grands ou aux très petits. Je pense que globalement, tout le monde peut l'utiliser et ça a un avantage quand même assez particulier, c'est de savoir maîtriser ce produit, ce logiciel, voilà, on peut l'appeler comme on veut, cette plateforme, et être vraiment expert de cette plateforme pour, justement aider les annonceurs à réussir là où ils ont besoin, dans la performance. C'est ça, écoute, merci en tout cas pour ton invitation, je pense que, il y a on a évoqué pas mal de sujets, qu'il y a une certaine aussi complexité liée à Tchernobyle et donc j'invite, tous les auditeurs de ce podcast à créer un compte, à tester par eux-mêmes, et puis à nous poser des questions si, s'ils en ont sur les capacités de l'outil et nous on continue d'accompagner un maximum, d'annonceurs et d'agences, sur un ensemble de leviers chez Tchernobyle. Et si on veut te contacter, alors j'imagine que ça peut se passer sur LinkedIn, Arthur Lubrano? C'est ça, ouais, je sais pas si tu auras l'opportunité de mettre, le lien dans la description, mais ouais, ne pas hésiter à m'envoyer un message, sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. Bah, écoute, parfait, merci beaucoup Arthur Merci à toi, et à bientôt. à bientôt.